Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un modèle que j'ai développé, c'était l'an dernier pour Aubert et Duval, et donc je vous le partage à vous parce que ça peut servir à tout le monde. C'est un modèle que j'appelle les besoins fondamentaux au travail. Alors, moi, je l'ai sur l'écran, mais vous ne l'avez pas, je vais vous partager le truc. Bon, alors vu que le switch est particulièrement long entre ma tête et le document, je pense qu'on va rester pas mal sur le document parce que sinon j'ai beaucoup trop de clics à faire. Donc ouais, le modèle des besoins fondamentaux au travail, voilà. En fait, quand j'étais l'an dernier, je bossais pour Aubert et Duval. Et une question que je me suis posée, c'était par rapport, au management. Enfin, quand on a quelque chose qui ne se passe pas bien dans une équipe, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut refléter des fois que, enfin, il y a un problème d'ordre managérial? Comment on fait? Sachant que dans les boîtes classiques, il y a un, je veux dire, un impensé organisationnel, c'est qu'on est toujours évalué par son supérieur. Donc en fait, la capacité d'encadrement de quelqu'un, elle est jamais évaluée parce que les bénéficiaires de l'encadrement n'ont pas leur mot à dire sur est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc voilà, je pose la question, comment est-ce qu'on peut faire cet impensé, ce tabou peut-être volontaire, soit moins tabou? Comment on pourrait dire que ça ne va pas au niveau encadrement? Et donc j'ai commencé à réfléchir à ça, sachant que qui suis-je ou qui est-on pour évaluer la compétence d'un supérieur hiérarchique? Moi, enfin, c'est quand même une question très difficile et c'est vachement brut de décoffrage, enfin, c'est dur à recevoir et ouais, qui on est, c'est trop, un peu trop direct. Donc, et enfin, ça pose la question aussi donc de l'acceptabilité de ce feedback. Est-ce que c'est un feedback qui serait acceptable par les gens en question? Et aussi, bah, qu'est-ce qui est dans leur responsabilité, qu'est-ce qui l'est pas? Parce que c'est pas parce que ça se passe pas bien que c'est forcément le manager direct qui est en cause et qui est responsable que ça change. Même si c'est le responsable de l'entreprise le plus proche, voilà, c'est pas forcément sur lui que ça, enfin, dans son giron à lui. Du coup, mon idée d'évaluer, la compétence managériale, bof bof, je l'ai fait évoluer et j'ai trouvé un autre truc, en fait, en m'inspirant de la CNV, communication non violente. Plutôt que de parler du manager ou du management, on va parler des gens, on va parler des besoins des gens. Est-ce que, en tant que personne, dans cette boîte, est-ce que mes besoins sont satisfaits ou pas? La question, ça va être: quels besoins? En tout cas, l'avantage d'une approche comme ça en besoin, c'est que ça pointe plus vers, le responsable de la satisfaction des besoins en question, mais que ça dit: «Moi, ça va pas, peu importe d'où ça vient, mais moi ça va pas, qu'est-ce qu'on peut y faire?» Donc quels besoins? Ben, j'ai pris ceux qui sont indiqués par le rapport Golac. Alors le rapport Golac, voilà, c'est la bible des risques psychosociaux. En fait, quand il y a eu la vague de suicides chez France Télécom il y a une grosse quinzaine d'années là, le gouvernement français a commandé, 2 rapports, sur le sujet, dont un qui a été dirigé par Michel Golac, d'où le nom rapport Golac. Ce rapport Golac, c'est une compilation de tout ce qu'on savait à l'époque sur qu'est-ce qui fait du mal aux gens, psychologiquement, en entreprise. C'est assez déprimant à la lecture, je vous cache pas. En tout cas pour moi, c'était assez déprimant et donc ouais, ça dit voilà, là il y a une étude pour ça, il y a une étude pour ça, voilà les thèmes où, il y a des choses où on sait que c'est pas bon pour le cigare. Je vais vous présenter le rapport Golac, en tout cas ma lecture personnelle du rapport Golac, sachant que je suis un profane du sujet. Moi, mon expérience, c'est plutôt d'accompagner les gens, donc de les récupérer à la petite cuillère souvent quand ça allait pas, plus que, d'être psychologue du travail ou d'être dans les instances de prévention. Voilà. Donc j'ai lu ça avec mes yeux d'accompagnant qui connaît plus le terrain de la souffrance que, enfin les gens qui ont créé les instances de prévention. Voilà, donc je présenterai le rapport Golac, ce que en tout cas ma version, ma lecture du rapport Golac. Quelques bases rapides de CNV pour expliquer pourquoi je suis inspiré de ça. Après, je présentais le modèle des besoins fondamentaux au travail, donc ce que j'ai développé. Et quelques exemples applications, sachant que l'application principale, celle qui m'intéresse le plus de ça, c'est qui est comment est-ce qu'on crée une boîte dans laquelle il y a le moins de souffrance humaine possible, dans lequel les gens se sentent le mieux possible. Bon, en fait, quand j'ai commencé à creuser le sujet, ça m'a fait tellement de matière à dire que, bah, webinaire suivant, grosso modo. Mais je spoilerai quand même quelques trucs par rapport à ça. Ça risque de nous prendre déjà une petite heure de discuter de tout ça. Voilà, et ensuite on ouvrira la discussion. Donc cette partie, voilà, cette partie présentation, elle est enregistrée, et donc il y a pas d'intervention de la part des participants, de sorte de garder une confidentialité. Mais la discussion, elle sera totalement ouverte et elle sera pas enregistrée. Donc le rapport Golac, donc qui est la bible des RPS, du coup des risques psychosociaux. Il y a 6 axes dedans que je vais détailler un par un, faire un survol. Pourquoi je fais ça? C'est que parce qu'après, quand on va essayer de mapper ces choses-là dans un autre référentiel, entre guillemets, on va essayer de trouver un équivalent plus exploitable que ça. Bah, faut déjà savoir de quoi on parle. Donc, proposition.
vu dans l'ensemble du rapport Golac. Donc, ces 6 axes qui sont là, je vais les faire un par un. Axe 1 du rapport Golac, donc sur qu'est-ce qui fait potentiellement du mal aux gens au travail, bah, le temps de travail. Plus on bosse, plus il y a un risque, entre guillemets. Alors, c'est pas linéaire comme ça, mais le nombre d'heures influe. Mais il y a aussi le fait que les horaires soient peu compatibles avec la vie privée. Typiquement, le travail de nuit, le travail le soir et week-end, ben, c'est pas socialement sympa et ça impacte négativement les gens. De la même manière, ce qu'on appelle l'incertitude adaptation improvisée des horaires, c'est-à-dire le fait de ne pas vraiment savoir quand est-ce qu'on va bosser, que ça soit fluctuant, pas vraiment se prévoir notre vie personnelle par rapport à ça, c'est un facteur négatif. Il parle aussi du présentéisme. Alors, c'est pas le présentéisme sous le nom qu'on connaît, mais c'est de travailler alors qu'on n'est pas en état de le faire. Typiquement, vous êtes malade, mais la boîte a besoin de vous pour tourner, donc vous êtes là quand même. Vous venez quand même bosser. Ou alors, vous prenez des appels alors que vous êtes en vacances. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la partie de temps de travail. Il y a aussi un volet intensité par rapport à ça, qui est en lien avec la complexité du boulot. C'est-à-dire que toutes les heures de travail ne sont pas équivalentes. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Alors, voilà quelques caractéristiques qu'ils ont citées dans le rapport Golac. Le fait d'avoir des objectifs irréalistes ou flous, le fait d'avoir des instructions contradictoires. Ça, mais ça, ah, mais donc comment je fais pour faire, voilà, peindre ce mur en rouge avec de la peinture bleue? Comment je fais? Bah, ça risque de me coûter pas mal de neurones par rapport à ça. Voilà. Les interruptions aussi, moi, c'est un thème sur lequel j'ai bossé avec les managers sur bah, comment on fait quand on a à la fois un rôle d'encadrement, il faut être disponible pour les gens, mais qu'on a aussi du boulot à faire soi-même et qui marche beaucoup mieux quand on n'est pas interrompu. La sous-qualification, le fait de ne pas être assez enfin, équipé pour le job, bah, ça rajoute de l'intensité, de la complexité au taf. Et donc, ça ajoute un aspect potentiellement pesant sur ce point-là. J'ai ajouté aussi l'environnement inadapté. Je ne sais pas si c'est dans le rapport Golac directement, mais ça va bien dans le paysage. Quand typiquement l'informatique qui est censée marcher ne marche pas, ça ne fait que rendre les choses plus compliquées. Donc voilà, axe 1, intensité de temps de travail. Axe 2, c'est l'axe des exigences émotionnelles. Tout ce qui est en lien avec voilà, je sais pas comment dire autrement, exigence émotionnelle. Un exemple de ça, c'est les gens qui sont en contact avec la clientèle. C'est un facteur de risque qui était dit dans le rapport. Les gens qui sont en contact avec la clientèle, ils ont besoin d'être disponibles. Il faut qu'ils soient en état, souriants, ou en tout cas pas trop mauvais. Ouais, disponibles émotionnellement, intellectuellement, plusieurs heures par jour. Et ça, c'est pas facile de demander ça à quelqu'un. Surtout quand les gens sont pas forcément respectueux en face. Moi, surtout quand voilà, les services d'entreprise n'ont pas été très efficaces pour eux. Donc, ils sont mécontents. Il faut arriver à encaisser ça et voilà, maintenir une phase correcte, alors que à l'intérieur, peut-être qu'on n'est pas aussi bien que ça. Contact avec la souffrance, collaborateur, manager, enfin bref, quand c'est en contact avec la souffrance, c'est un facteur aggravant. Je pense à mes collègues thérapeutes, typiquement, enfin, certains ont dit, ouais, moi je ne peux pas faire plus que tant d'heures par semaine parce que sinon je ne tiens pas. Voilà, il faut se garder un espace où on peut souffler. Pour moi, un des points essentiels de cette zone-là, c'est de devoir cacher ses émotions, c'est-à-dire le masque social. Quand on doit jouer au jeu du travail, c'est-à-dire mettre le masque qui est attendu pour la fonction et donc cacher qui on est, ça pique. Voilà. Ce décalage entre qui on est et ce qu'on doit montrer et ce qu'on s'efforce de montrer, il affecte négativement les gens. Et il y a toutes les peurs, peur de l'accident, de l'échec, du conflit, ouais, tout ça, enfin, c'est des choses qui vont peser émotionnellement sur les gens. Troisième axe du rapport Golac, c'est celui lié à l'autonomie, ou plus exactement le manque d'autonomie que les gens peuvent avoir dans le boulot. Euh, je cite aussi donc, une étude de 90, là, Karasek et Théorel, une étude qui montre, alors je vais romancer un petit peu pour simplifier, mais elle montre que plus dans un job, la demande psychologique est forte, c'est-à-dire que plus le boulot est compliqué à faire, plus il y a besoin d'une grande attitude décisionnelle. Comprendre si on a un boulot compliqué, mais qu'on n'a pas de périmètre de décision, qu'on ne peut pas être autonome dessus, alors souffrance psychique. Voilà, ça ne matche pas. Quand on a un boulot compliqué à faire, il faut avoir du périmètre. C'est ce que l'étude conclut. Voilà, donc sachant cela, voilà quelques exemples d'endroits sur lesquels on peut manquer d'autonomie. Sur le comment, voilà, où on n'a pas le droit de dire comment, enfin, de décider comment on fait son propre boulot. Sur le quand, on peut pas décider de quand on le fait. Ça compte aussi le fait de pouvoir ou pas pouvoir s'interrompre dedans. Sur le but du travail aussi, manque de liberté sur le quoi. Voilà, j'ai pas choisi exactement ce que je prenais, ce que je prenais pas dans le package, on me donne tout ça. Bon, ça rentre dans cette catégorie-là. Il y a aussi les critères d'appréciation du travail. C'est-à-dire que si, ok, ça va, mais que mon boulot est évalué sur des critères qui me semblent débiles, ça marche pas terrible.
Alors, j'ajoute aussi dans cette catégorie-là le manque de moyens, le soutien suffisant de l'organisation. Je suis pas sûr qu'il était dans le rapport Golac directement, celui-là, mais c'est un truc qui, ouais, qui pour moi, elle est bien dans cet axe-là. J'ajoute un truc, donc là, ce que ça semble dire tout ça, c'est qu'il faut de la latitude décisionnelle pour pouvoir faire le boulot, grosso modo, et que si on l'a pas, on va pas terrible. Ça veut pas dire que si on l'a, on va bien aussi, hein. Moi, je disais en bas, une grande latitude décisionnelle peut aussi être une source de stress. Moi qui suis entrepreneur, j'ai donc une attitude très grande et j'avoue que c'est pas facile pour autant sur ce plan-là. Et même en tant que salarié, j'ai déjà vécu une fois où j'avais une décision importante à faire sur une technologie qu'on devait choisir, sauf que je connaissais pas grand-chose à ce milieu-là. J'étais programmeur, mais pas dans ce contexte-là. Donc du coup, j'ai dû prendre une décision avec des informations extrêmement limitées. Et j'avoue que ça m'a pas mal, enfin, ça m'a fait réfléchir, quoi. J'ai pensé en dehors du boulot à ce truc-là parce que ouais, j'avais pas la compétence qui matchait le truc qu'on m'a demandé. Donc voilà. La latitude décisionnelle n'est pas forcément toujours bonne à prendre, même si au global, et plus le boulot est dur, plus il la faut. Donc voilà, l'axe de l'autonomie. Axe des rapports sociaux au travail, numéro 4. Donc, le rapport Gollac mentionne ça dans toutes les relations, tout ce qui peut être conflictuel, des tensions, pas cool. Défaut de coopération, de transparence, de bienveillance, le harcèlement étant un peu le pic ultime de tout ça. On inclut aussi les relations avec la hiérarchie, le manque de soutien de la hiérarchie, le contrôle trop strict, le déni de réalité. Donc, j'ai eu le cas, on en a parlé plusieurs fois, ouais, bah, si le manager ne veut pas voir ou que la hiérarchie ne veut pas voir que ça ne va pas, bon bah, ouais, voilà. Le manque de clarté aussi, opacité des règles, flou, mensonge. Donc ça, ouais, c'est la boîte relation avec la hiérarchie. Il y a aussi les questions d'adéquation de la tâche avec la personne. Si la personne, ça ne matche pas avec le job, alors je sais pas trop pourquoi c'est dans l'axe 4 ce truc-là, mais ça doit probablement créer des dissonances sociales de fait. Il y a aussi les côtés appréciation, manque de reconnaissance, et on retrouve aussi par rapport à au l'axe précédent, métrique d'évaluation du travail inappropriée. Voilà, l'axe 4 couvre tous les rapports sociaux, donc. Je passe assez vite parce que c'est pas, enfin, le but n'est pas d'être détaillé là-dessus, mais de vous donner suffisamment de base pour piger le lien que j'ai fait avec le modèle que j'ai créé derrière. L'axe 5 du rapport Golac, c'est conflit de valeurs. Donc, le premier exemple de ça, c'est conflit éthique. C'est quand voilà, certaines parties de votre travail heurtent au sens moral votre éthique. Cas typique des lanceurs d'alerte. J'ai oublié son nom, mais j'en citais un par exemple qui est sous-traitant d'ArcelorMittal. Il était chargé d'aller déverser de l'acide dans une forêt. Et un jour, il l'a filmé, quoi, parce qu'il pouvait plus, quoi. Voilà, je déverse régulièrement de l'acide dans une forêt, ça me va pas, ça me heurte. C'est pas OK avec moi. Donc ça, c'est un facteur de risque. Qualité empêchée, bah, je veux dire, c'est un peu moins grave, mais ça pique quand même. C'est qu'on ne peut pas faire le boulot correctement. Le boulot n'est pas fait selon nos critères de qualité, il est mal fait. L'entreprise ne nous donne pas les moyens de faire du bon boulot. Facteur de risque. Le travail inutile, réunionnais de bureaucratie aussi. On a aussi dans ces catégories la perte ou le manque de sens. Que voilà, si on trouve pas de sens, ou quand même on est à l'inverse des valeurs de l'entreprise, ça pique. C'est très en contradiction avec ses propres aspirations. Dernier axe par rapport du rapport Golac, l'insécurité de la situation de travail. Donc, tout ce qui est changement et risque de changement. Alors, quand j'ai développé ça, moi, j'ai fait donc chez Aubert et Duval à l'époque où ils étaient en phase d'être rachetés. Et donc, ils planaient autour de ça. Ben, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous imposer comme nouveau truc qu'on n'aura pas vu venir? Voilà. Et j'avoue que c'était une certaine insécurité qui planait par rapport à ça. La question de voilà, restructuration, mobilité involontaire, qu'est-ce qui va bouger? Défaut de sens par rapport au changement. On va nous imposer des trucs, on va rien comprendre à pourquoi on nous les impose. Sécurité de l'emploi, du salaire, de la carrière. Bah oui, quand notre carrière est liée à la performance qu'on fournit. La performance, ça peut être des choses numériques, mais ça peut aussi être le fait de politiquement ne pas faire de vagues. Voilà, donc on a un enjeu dedans. Et à mon sens, peut-être le plus important de tout ce que j'ai dit, la soutenabilité du travail. C'est-à-dire que c'est un peu la combo de tout ce qui précède. C'est pour tout ce qu'on a dit jusque-là, bah, si c'est présent de manière durable ou régulière, et ben, oh là là, quoi. Voilà pour le survol du rapport Golac, encore une fois, vu avec mes yeux de profane par rapport à ce truc-là. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment je peux rendre ça exploitable? Comment est-ce qu'on peut transformer ces choses-là en quelque chose qui est utilisable par une boîte pour créer plus de qualité de vie au travail? Et ben, mon idée, c'est donc de reformuler tout ça sous forme de besoins fondamentaux au travail, sur un peu le principe de la communication non violente par rapport aux besoins. Alors, donc j'avais promis donc faire une brève passe sur la CNV, communication non violente, après celle sur le rapport Golac. C'est en fait, c'est les 2 sources d'inspiration pour, le truc hybride que j'ai créé.
La CNV, enfin, en tout cas pour moi, un cas d'usage typique, c'est quand quelque chose ne va pas et que c'est pas dans mon giron immédiat. C'est qu'il faut que je parle à quelqu'un pour expliquer que ça va pas pour moi, qu'il faudrait peut-être que, bah, que quelqu'un, que lui ou quelqu'un d'autre fasse quelque chose dans mon intérêt. Voilà, donc c'est typiquement une demande à quelqu'un de comprendre mon problème et potentiellement d'y changer quelque chose quand j'ai pas la main intégralement dessus. Le but dans ces cas-là, c'est d'être compris par la personne en face. Vraiment, si possible, d'avoir d'empathie et de, si possible, pouvoir déclencher des actions allant dans notre sens. Si tout se passait bien dans notre monde tout le temps quand on parle, on n'aurait pas besoin de parler de ça parce que ça marcherait tout seul. Le truc numéro un qui risque de se passer quand on exprime que quelque chose ne va pas pour nous, hein, c'est qu'on a une réaction immédiate hostile en face ou contre-productive. Et c'est très facilement arrivé, enfin, ça arrive très facilement si on ne fait pas super gaffe sur l'usage des mots. Quand je bossais avec des couples, typiquement, où il y avait un certain, enfin, ils m'appelaient pas au tout début quand il y a une petite tension, on m'appelait quand c'était plus lourd que ça. Et donc, il y avait un certain passif de chaque côté, et au moindre truc qui n'était pas dit nickel, nickel, voilà, c'était ah, c'est un missile là que tu m'envoies. Attends, je t'en balance trois. Pouf. Ah, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que sur ces choses-là, pour pouvoir aborder le fond, c'est-à-dire parler du vrai sujet, il faut que la forme soit correcte, voire impeccable. Un défaut de forme va détériorer la relation et empêcher de parler du fond. Ce qui est dommage, parce que c'est comme ça le but. Typiquement, si on me dit Stéphane, tu gardes toujours ta voiture au mauvais endroit, genre sur la place qui est pas la bonne, et qu'en fait, je sais, ok, je l'ai fait aujourd'hui, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était le mois dernier, ça arrive pas souvent. Je vais en avoir rien à faire de ce que me dit la personne, parce que le toujours est faux. Je dis, mais c'est une injustice totale. C'est pas toujours. Non, non, ok, aujourd'hui c'est vrai, mais carrément pas. Donc je vais plutôt me battre pour faire entendre que c'est du grand n'importe quoi ce que la personne raconte, même s'il y a un bout de vérité dedans. Voilà. Donc là, la forme, le fait d'avoir trop généralisé, bah au revoir. Voilà. C'est typiquement la catégorie fait erroné dont je vous parle en dessous. C'était un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Ah, si on m'avait dit, tiens, je vois que ta voiture, elle est au mauvais endroit aujourd'hui, et je crois que par le passé, je crois que j'ai déjà vu qu'elle était au mauvais endroit, je ne saurais pas dire quand. Et oui, ça c'est vrai, je ne peux pas dire non. Voilà. Donc dès qu'il y a des faits qui sont erronés, typiquement des surgénéralisations, des faits qui sont faux, bah, naturellement, on réagit à ça. Et donc le reste, on bazarde, on s'en fout, quoi, concrètement. Pareil, dès qu'il y a des jugements, voilà, tiens, c'est vraiment des bras cassés ton équipe. Ok, ben, on va pas vraiment écouter la suite. C'est merci, au revoir. Désordre aussi, l'ordre, ça marche pas terrible. Nous, quand les enfants se disputent, ils ont tendance à se dire mutuellement calme-toi. Et quand on vous dit calme-toi, le premier truc qui vient, c'est de pas se calmer parce qu'on a une raison d'être agacé. Donc calme-toi, ça met de l'huile sur le feu, ça marche pas. Donc voilà quelques exemples. Le but, c'est pas d'être exhaustif et de vous former à la CNV ou ce genre de choses. C'est de donner quelques exemples comme quoi c'est chaud. Quand quelque chose ne va pas, pouvoir en parler sans déclencher des réactions hostiles et donc avoir juste de la compréhension, l'empathie en face, ouais, c'est non trivial. Alors, quelques exemples, donc, dans cette inspiration. Si je dis, par exemple, le directeur est une girouette, on est très loin de l'aspect communication non violente. Je donne un jugement, là. Par contre, je pourrais le dire d'une manière différente. Je pourrais dire, tiens, les directives changent chaque semaine, je me sens déboussolé, et j'ai besoin de cohérence pour pouvoir porter du sens auprès des équipes. C'est un exemple que j'avais pris pour des managers. Voilà, donc la deuxième version, qu'est-ce qui change par rapport à la première? C'est que je ne pourris pas le directeur gratuitement. Et surtout, j'explique ce qui se passe pour moi. Et du factuel, le directif change chaque semaine. De l'émotionnel, ce qui se passe pour moi, la conséquence, c'est que je me sens déboussolé. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai besoin de cohérence. Pourquoi? Je veux pouvoir porter du son auprès de mes équipes et ça change tout le temps, je ne peux pas être cohérent, ça ne marche pas pour moi. Donc voilà, autant ma première formulation pointait vers quelqu'un, autant la deuxième, elle parle que de moi et de mes besoins. Et ça, c'est cool, parce que c'est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins agressif à recevoir. C'est beaucoup plus recevable. Dans la même veine, on aurait celle-là, l'entretien annuel, ça ne sert à rien, qu'on pourrait reformuler, avec un peu plus de contexte. Tiens, cette année encore, on m'a fixé des objectifs qui me semblent irréalistes. Je suis dépité et démotivé car j'aurais besoin de reconnaissance par rapport à ma compétence, mon investissement. Vous reconnaissez une structure un peu similaire. Il y a du factuel, même si le fait que l'objectif me semble irréaliste, c'est mon jugement à moi. Mais voilà, ça reste suffisamment entendable, parce que je dis, ah, c'est mon opinion, il me semble irréaliste. Il y a de l'émotionnel, je suis dépité, motivé. Et il y a le pourquoi ça fait mal. Le besoin de fond, reconnaissance. Reconnaissance, voilà. J'explique, voilà, moi ça pique parce que voilà, je m'investis, je vois qu'on me reconnaisse comme compétent, je veux une reconnaissance. Et là, je l'ai pas.
c'est récurrent en plus. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais c'est juste pour donner quelques pistes sur cette formulation avec des besoins, comment ça peut être. Et donc là arrive le lien entre risques psychosociaux que tu dis au travail et ce que je viens de vous dire là. Dans le modèle CNV, communication non violente, un ressenti négatif, c'est-à-dire un ressenti qu'on n'a pas envie d'avoir, un truc qui n'est pas sympa, ça témoigne d'un ou plusieurs besoins qui ont été malmenés. Et donc, voilà, si on prend tout ce qui peut faire du mal aux gens émotionnellement et psychiquement, on peut le dire, tiens, ces choses-là ont une cause. La cause, c'est des besoins que la personne a qui ont été malmenés, insatisfaits. Voilà. Du coup, on peut se dire, tiens, et si on reformulait en termes de besoins, le rapport Golak, entre guillemets. Si on pouvait reformuler le rapport Golak, donc toutes les choses qui font mal aux gens, qui sont scientifiquement prouvées, en tout cas, sur lesquelles il y a une trace scientifique, si on pouvait le formuler sous forme de besoins, ça serait vachement plus utilisable. Je vous montrerai après dans les exemples d'usage de tout ça. Alors, quels exemples de besoins je peux vous donner? Par exemple, bah, la paix, l'espoir, la transparence, le sens, le repos, sécurité, appartenance. En fait, c'est tous des mots assez larges, des mots qui sont assez abstraits, mais a priori, ils sont suffisamment universels pour que chacun puisse s'y relier, ou presque. C'est-à-dire que c'est un jour, il est probable qu'on ait tous eu besoin de repos dans notre vie, à un moment. Pas forcément maintenant, mais à un moment. Sécurité, pareil. De paix, d'espoir, probablement. Donc voilà, ils sont suffisamment universels. Un contre-exemple de ça, c'est si je dis, voilà, j'ai faim, j'ai besoin de steak frites. Non, tu n'as pas besoin de steak frites. Enfin, parce que si je dis comme ça, quelqu'un qui est vegan, par exemple, ne pourra pas s'y relier. Ou quelqu'un qui mange juste mieux que ça, avec un jugement de valeur sur qu'est-ce que c'est manger mieux, il y a des légumes, machin, tout ça. Bon, bref, ne pourra pas s'y relier. Par contre, pourquoi j'aimerais bien un steak frites? Bah, parce que j'ai faim, j'ai besoin de me sustenter. Peut-être aussi que j'ai besoin que ça soit vite. Ouais, vite, et j'ai besoin que ce soit plaisant. Donc si j'ai dit, voilà, là, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin que ce soit vite et j'ai besoin de ce soit plaisant, alors même si on n'a pas les mêmes envies que moi sur le fond, pas le même goût culinaire que moi, on peut s'y relier. Voilà. C'est toute la force de ces concepts-là qui sont larges. Ils ont été choisis pour être larges, pour rassembler. Donc l'avantage de cette formulation, c'est qu'elle est non accusatoire. Ce sont mes besoins. Moi, j'ai besoin de ça pour tenir debout. Donc voilà, je propose, là dans la page qui suit, une reformulation des facteurs de RPS du rapport Golac sous forme de besoins fondamentaux au travail. Grosso modo, j'ai essayé de créer des catégories dedans et de les grouper. Alors, ça fait un truc comme ça. Ça me fait 7 catégories. Alors, il y aurait d'autres moyens de le faire, hein. C'est peut être en évolution. Pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est une conception de la réalité qui est nécessairement inexacte, mais qui est là pour être utile et pour coller quand même suffisamment au terrain. En tout cas, moi, j'ai essayé de matcher vraiment le rapport Golac que disons, ce qui fait du mal aux gens dans le rapport Golac, ça soit là, et que ce qui est là, ça soit dans le rapport Golac aussi. Voilà, j'essaie de faire un mapping entre les deux. 7 points, donc je vais vous les lister, ils sont sur l'écran. Je vous ferai aussi un lien, j'ai un document dans lequel vous les retrouverez. Voilà, on mettra dans les liens en dessous de la vidéo. Donc ouais, j'ai trouvé 7 catégories, on essaie de regrouper tout ça, et ça me donne le modèle suivant. Le besoin de valorisation. Pas trop pour rien qu'il arrive en premier, parce que c'était quelque chose qui était assez récurrent. Je me sens valorisé, estimé, reconnu pour mon travail, mes compétences. Mon travail fait l'objet d'intérêt, de curiosité par les personnes concernées. Le besoin de maîtrise aussi. Ça fait écho à l'axe 3 sur l'autonomie du rapport Golac. Je dispose d'une autonomie suffisante, périmètre, organisation du travail, prise d'initiative, modalité de contrôle. On me fait confiance. Besoin de paix. L'ambiance de travail est bonne. Je ne ressens pas d'injustice. Mes collègues et moi sommes traités équitablement. Les tensions et conflits latents sont désamorcés et régulés à temps. Besoin de soutien. Alors, vous vous souvenez, c'était dans l'axe 4, les relations avec la hiérarchie, le manque de soutien de la hiérarchie. Je pense que ça colle aussi pas mal avec l'axe 3, celle de l'autonomie, où moi j'avais mis, tiens, bah, oui, il faut que la boîte me donne les moyens de travailler correctement. C'est là-dedans. Je me sens soutenu dans mon travail. Mes interlocuteurs sont disponibles à l'écoute, bienveillants, respectueux. Axe communication, là. On me donne les moyens de faire du bon travail. Vous reconnaissez dedans donc le fait que des critères, nos critères de satisfaction par rapport au travail soient dedans. Besoin de sécurité. Je me sens en sécurité au travail, tant sur le plan physique que psychologique et émotionnel. Il est fait le nécessaire pour me protéger et que le travail n'influe pas négativement sur ma vie privée et ma santé. Donc, dedans, vous trouvez entre autres l'axe 1 sur le temps de travail, où il ne faut pas que ça fasse trop mal sur la personne, sur sa vie en dehors du travail, mais pas que. Alors, il y a aussi donc l'axe relationnel dedans. On va faire quelques exemples après.
L'axe du sens, je trouve du sens dans mon travail, à la fois individuellement, collectivement. Je n'ai pas renié une valeur profonde au travail. Axe de la communication, je dispose de toutes les informations dont j'ai besoin, et cela au bon moment. Celles-ci me sont communiquées de manière simple, claire, complète et sincère. Alors là, vous retrouvez par rapport au rapport Gola que toutes les choses qui avaient trait à la objectif flou, tout ce qui avait du flou, qui n'était pas clair. Voilà. J'ai traduit ça en besoin de communication clair, complet, simple, sincère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, quelques exemples. Exemple 1. Mettons, vous avez passé une dizaine d'heures sur un document dit urgent que vous avez remis en faisant des heures sup. Ça fait un mois que vous l'avez fait, il n'y a aucun retour. À votre avis, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Euh, quels besoins sont malmenés par rapport à ça? Donc, si vous avez rendu un document dit urgent en bossant, en faisant des heures sup et que personne vous a fait de retour là-dessus, ça fait un petit moment, quels besoins sont malmenés? Alors, je vais vous dire lesquels, enfin, avec ma sensibilité, lesquels apparaissent en premier. Après, on verra peut-être que vous avez des sensibilités différentes. Bon, il est clair que valorisation, mon travail fait l'objet d'intérêt et de curiosité par les personnes concernées. On n'est pas bon hein, dedans. Côté sécurité aussi, tout ce qui est heures sup et donc où on entame sur sa vie privée pour faire des trucs pour le boulot, ça tape dedans. Il y a un autre point aussi que moi je trouve, enfin qui résonne pour moi dedans, c'est la communication. Parce que si le truc était urgent mais qu'après il l'est plus ou alors qu'il sert à rien, c'est une thématique de communication. Il y a une information qui a été soit fausse, c'est le fait que c'était urgent, soit qui a changé mais qu'on ne me l'a pas dit. Donc pour moi il y a aussi un défaut sur la communication par rapport à ça. Alors oui, sur le côté du sens, on peut se poser des questions par rapport à ça, mais quel sens ça a, ce genre de choses. En tout cas, moi, primairement, je vois ces trois catégories-là. Dans le chat, on parle sécurité. Je ne peux pas payer mes factures parce qu'on ne paie pas mon boulot. Je m'en tiens à sécuriser. OK. Ouais, ouais. Pour ça, il y a une certaine zone. Moi, j'aurais pas ressenti exactement comme ça. Le côté je travaille mais je suis pas payé. Mais oui, ça fait sens. Suivant nos sensibilités, on va pas sentir les choses au même endroit. Donc, tout est OK par rapport à ça. Voilà, on n'a pas les mêmes ressentis. Je pense qu'il y a des lieux, des choses sur lesquelles tout le monde va être à peu près pareil, et d'autres sur lesquelles on a nos spécificités. Deuxième exemple, selon toute vraisemblance, ce sont les gens qui sont amis avec le chef qui sont augmentés, pas ceux qui font du bon boulot. Où est-ce que ça pique sur ce modèle-là? Il y a une question de paix dedans, de justice, d'injustice. Voilà, oui, c'est ce que quelqu'un dit peu dans le chat, oui. Oui. De justice, d'injustice, forcément. Donc, ouais, quelqu'un dans le chat dit sur le sens aussi. Oui, ça peut questionner sur le sens, ces choses-là. Moi, j'y vois aussi, même si la personne ne le dit pas directement, derrière, il y a une thématique de communication. Elle n'a pas un besoin de meilleure communication, mais il est fort probable que si elle se sent en injustice par rapport à ça, que le reste des gens le trouvent parfaitement juste, il est probable qu'il y ait un défaut de communication par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, donc, c'est que les besoins qui sont malmenés par la personne, ça se trouve, leur cause n'est pas forcément dans les mêmes cases. Voilà. Exemple suivant. Une personne que vous voyez régulièrement en réunion a systématiquement des propos dénigrants à votre égard. Où est-ce que ça va piquer ce truc-là? Quand j'ai donné en présentiel cet exemple-là, il y a des gens certaines personnes avaient vraiment une sensibilité exacerbée sur certains points. Alors, ouais, ouais, donc dans le chat, on a sécurité, soutien, valorisation. Oui, sécurité, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Il y a un côté potentiellement presque harcèlement sur ce truc-là, euh, où ouais, les gens qui avaient un peu cette sensibilité-là, c'est direct, quoi. Ça pique. Je me sentais pas en sécurité là en réunion, si je sais qu'à chaque fois, je vais aller au casse-pipe et que ça va mal se passer. Oui, valorisation, oui. Se sentir valorisé, estimé, oui. Ouais, quand on a systématiquement des remontrances sur un truc, c'est pas terrible. Moi, c'était moins ma sensibilité sur celui-là, valorisation. Soutien, oui, effectivement, soutien. Moi, je raisonne beaucoup avec soutien aussi parce qu'il y a un côté, tous les gens autour. Voilà, si je m'en prends plein la poire à chaque fois et que c'est normal, que personne ne dit rien et que je suis seul à, enfin, prendre pour mon grade, c'est un peu qu'au niveau soutien de mon travail, mais on n'y est pas concrètement. Niveau interlocuteur bienveillant et tout ça respectueux, on n'y est pas non plus. Donc ouais, moi personnellement, j'aurais dit soutien, sécurité, enfin sécurité, soutien. Effectivement, ça peut toucher à la valorisation, ça peut toucher au sens. Euh, Voilà, ça peut faire tache d'huile sur d'autres boîtes. La paix aussi, parce que ce genre de truc, on peut pas dire que l'ambiance de travail soit bonne dans ces cas-là. En tout cas, ce que ça illustre, outre la subjectivité, c'est que ça va très très vite. On coche très très vite plusieurs boîtes. Allez, dernier exemple sur ce point. L'une des personnes de votre équipe n'est pas compétente malgré vos efforts durables pour l'accompagner. Cette personne a demandé depuis des mois une mobilité sans succès. Vous vous retrouvez régulièrement à faire le travail à sa place. C'était pareil, un exemple pour les managers que j'avais donné ça. Ouais, dans le chat, on dit ouais, c'est reçu en fonction de ce qui frotte en nous, de nos failles.
Voilà, il y a une subjectivité. C'est totalement subjectif. Après, je me dis, ouais, beaucoup de gens vont quand même réagir un peu pareil. Il y a quand même un pôle d'attraction par rapport à tout ça. Pour la personne qui dit ça, donc qui est manager, quels sont les besoins qui vont pas bien? Il est plus compliqué que les autres, là, il est plus systémique. Voilà. Alors, on dit maîtrise et communication. Ouais, c'est intéressant. Si tu peux développer en une ligne ou deux là, ce que tu dis par rapport à ça, parce que c'est pas cela qui résonne pour moi en priorité. En priorité, moi, j'y vois un souci de soutien organisationnel, grosso modo. Parce que là, si j'ai une personne qui fait pas le taf, qui peut pas partir et qu'on veut pas m'enfiler une autre parce qu'il a déjà quelqu'un, coucou l'organisation, les gars, je veux pouvoir travailler. Donc, moi, j'y vois beaucoup de ça. Ouais, donc moi, je pense que ça tape potentiellement sur la boîte de sécurité aussi, parce que quand on fait le boulot de quelqu'un d'autre, quand on en a déjà, ben, c'est assez frais. Donc, voilà, on risque d'avoir un stress supplémentaire et de prendre des heures sup, tout ça. Donc, ça a un coût. Si on cumule sur l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a une personne donc, qui est mal dans son boulot, qui n'est pas compétente pour faire le boulot, il y a des autres gens qui sont autour, qui font peut-être leur travail mieux. Voilà, il risque d'avoir une ambiance pas forcément sympa, parce que pas quand quelqu'un ne fait pas son taf, mais qu'il est payé autant que les gens qui le font, et qu'on demande aux gens qui font d'en faire plus parce qu'il y a une personne qui ne le fait pas, c'est pas beau. Voilà, donc là, au niveau paix, ça risque de taper chez tout le monde. Ça risque d'être un peu tendu. Vous voyez, ça va assez vite. Donc là, il y a les trois typologies, quoi. Le manager en question, la personne concernée qui n'arrive pas à faire le boulot qu'on lui demande, et le reste des gens. Alors, un point qui me semble important par rapport à ce modèle-là, c'est que c'est pas pour autant que ça rend heureux d'avoir toutes les cases checkées. L'idée, moi, en collant au rapport Golac sur les risques psychosociaux, c'était pas de se dire on va rendre les gens youpi, youpla, c'était de dire on va pas les casser au boulot. C'est-à-dire qu'ils vont pas ressortir plus mal que ce qu'ils sont rentrés. Bon, ils sont peut-être un peu fatigués, mais on veut qu'ils ressortent pas en mauvais état. Donc ce n'est pas un moyen de rendre les gens heureux, c'est un moyen, c'est de préserver les gens, de les garder en sécurité psychologique. Voilà. Ce modèle ne tient donc pas compte des besoins personnels spécifiques. Dans les exemples en dessous, il y a surtout mes besoins à moi, hein, ce qui sont voilà. Moi, par exemple, j'aime bien la diversité, le changement. J'aime pas la routine, mais il y a des gens qui voudront l'inverse. C'est pas dans le modèle, ça, ce truc-là. Parce que c'est un besoin que je considère comme pas universel, puisqu'il y a des gens qui peuvent vouloir l'inverse. On n'est pas sur universel. Pareil, moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien grandir. S'il n'y a pas de challenge, j'y vais pas. Mais il y a des gens qui veulent pas ça. Donc, tous ces besoins qui sont spécifiques, qui sont comment moi, enfin, de quoi moi j'ai besoin pour me réaliser au boulot, ils sont pas dedans. Voilà. Donc, surtout, ne pas confondre ce modèle avec un modèle de développement personnel pour rendre les gens heureux. Non. C'est juste pour les préserver en état. Juste pour ça, pas plus. Et c'est déjà difficile. Alors, à quoi ça peut servir? Comment on peut s'en servir de cet outil-là? Alors, je propose 3 niveaux, sachant que le niveau organisation, c'est un volet qui est super large et que j'aborderai dans le prochain webinaire. Au niveau personnel, ben, moi, enfin, comment dire, quand j'ai présenté ces choses-là, ce contenu sur les RPS à des managers, il y a eu des retours en priorité de gens qui avaient déjà fait des burn-out. Et ce qu'ils ont dit, c'est on l'a pas vu venir. Tant que ça va, mais à un moment, ça répond plus. Donc, il y a une idée de seuil, mais qui est imperceptible. D'où l'idée d'arriver à mesurer, ça ne dit pas forcément où est le seuil, mais de se dire, attends, comment ça va en ce moment? Est-ce que ça se dégrade? Est-ce que ça s'améliore? Donc, un des choses qu'on peut faire avec ça, à titre personnel, c'est de dire, écoute, moi, je vais me noter intuitivement, là, par rapport à mon taf actuel, je vais faire une notation intuitive sur ces 7 points. Où est-ce que ça m'amène? Et est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Typiquement, on fait ça, je sais pas, tous les mois. Et si l'air que ça représente, la zone délimitée en bleu sur le graphique, elle baisse au fur et à mesure, c'est que c'est pas terrible. Le pronostic est pas bon. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, bah, on prend conscience. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre manière de réagir, qui est dans notre giron? Qu'est-ce qu'on peut changer enfin, qui est ailleurs qu'on peut faire des demandes? Moi, je me souviens les managers qui avaient dit qu'ils avaient fait des burn-out par rapport à ça, ils ont très bien compris où étaient leurs limites. Donc oui, ils ont mis un seuil plus bas. Ouais, les choses, j'accepte de ne pas tout faire. J'accepte d'être imparfait sur certains points. J'accepte de ne pas être Superman. J'accepte d'en faire moins parce que ça rentre pas. Voilà. Ça, c'est dans son giron personnel. Qu'est-ce qu'on peut demander à d'autres personnes qui ont la main sur d'autres trucs? Et si même quand, voilà, quand personne enfin, ne fait rien, que c'est pas assez, ben oui, changer de travail parce que ce serait dommage d'y laisser des plumes. Donc voilà quelques idées de usage personnel. En tout cas, moi, je l'avais surveillé à un moment, ce truc-là, et j'avais vu. C'était intéressant d'ailleurs que le contexte n'avait pas changé, il y avait toujours le même manager. Enfin, mon contexte avait été identique, mais j'avais perdu pas mal de points. À contexte physique égal.
parce que ma perception de ce contexte avait évolué. Je vous le donne, ce truc. Je vous invite à l'essayer pour vous et voir ce que ça fait. Alors, je l'ai aussi utilisé au niveau équipe comme outil de QVT, qui est étudié au travail. Donc, ça m'a servi pour entrer en lien avec l'équipe. Et voilà, coucou, je vous montre le modèle là. Ça vous parle? Où est-ce que ça pique chez vous? Bah, on me dit partout. Ouais. Mais quoi en priorité? Voilà. Là. Donc c'était intéressant parce que ça donnait moi, ça m'a permis d'entrer en lien, ça m'a donné une porte d'entrée pour pouvoir discuter et aussi pour canaliser un peu la discussion sur après, bah, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est dominant pour vous? Où est-ce qu'il y a quelque chose à faire en priorité? Voilà, donc je l'ai utilisé dans des démarches QVT. Un autre truc que j'ai fait aussi par rapport à ça, c'est que je l'ai donné, je l'ai partagé aux représentants du personnel, donc au syndicat, euh, pour avoir un langage partagé, pour que quand on fait remonter les trucs au niveau entreprise, qu'on ait, voilà, au lieu de dire juste ça va pas, et voilà les thématiques sur lesquelles ça va pas, et qu'on puisse recouper ces choses-là ensemble. Alors, en tant qu'outil de management, alors, clairement, je ne l'ai pas utilisé dans ce cadre-là, et j'ai mis un point d'interrogation parce que j'ai quelques réserves. J'aimerais bien que, on puisse l'utiliser en tant que manager. Je me dis, voilà, le but, c'est que dans mon équipe, les gens soient bien dans leur graphique personnel comme ici. Sauf que, bah, j'ai pas forcément la main sur tout, hein, donc voilà. Ce qui est la base de ne pas avoir tous les pouvoirs quand on est manager intermédiaire. Et c'est une super relation. C'est-à-dire que si justement le problème vient de la relation avec le manager, ben c'est foutu. Donc voilà, c'est pour ça que j'y crois moyennement en tant qu'outil enfin, de management direct à ce truc-là. Sauf quand la boîte est un peu conçue autour de ça. Je pense à Pimpan, par exemple, où les employés ont tous les 15 jours un rendez-vous individuel pour faire un check, comment ça va. Bah voilà, là, quand on s'intéresse vraiment à chacun des individus et que derrière, il y a les moyens qui sont mis en œuvre, ça peut matcher. Ça match. Enfin, c'est fait pour, en fait. Le but est de pouvoir réagir aux signaux faibles le plus rapidement possible avant que ça prenne des proportions trop grandes. Sachant que les proportions grandes et les salariés qui partent en burn-out, les salariés, enfin les conflits qui vont arriver. Il y a aussi les gens qui quittent la boîte silencieusement et on perd des talents parce que bah, ils ont rien dit et ils ont cherché ailleurs, quoi. Donc en tant qu'outil de management, moi je crois qu'il faut que la boîte soit vraiment alignée autour de ça si on veut que ça serve à quelque chose. Autant en tant qu'outil de qualité de vie au travail, le cadre est plus ou moins là. On sait que c'est un truc qu'on va rajouter en plus des trucs traditionnels et qu'on va essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est pas gagné, mais on va essayer de faire quelque chose. Autant en tant qu'outil de management, compliqué. En tant qu'outil d'organisation, par contre, c'est là où moi j'ai tous mes espoirs dedans. C'est, enfin tous mes espoirs. Ça demande enfin, une refonte de beaucoup de choses, une remise en question très grande, mais c'est en termes de résultats, c'est extrêmement prometteur. Voilà. Et si, sur la base de ce référentiel-là, on pouvait concevoir une boîte psychologiquement saine par design, c'est-à-dire qui est faite pour fonctionner. Voilà, on veut que dans la boîte, les gens aient les besoins qu'on a dit, donc ceux-là, voilà, que ces besoins-là soient satisfaits. On fasse tout ce qui est possible dans notre pouvoir pour que ça matche sur ces cases-là. Comment on s'y prendrait si on voulait faire un truc comme ça? Bah, je voulais le faire aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé à rédiger ces trucs-là, et je me suis retrouvé avec tellement de choses à dire, tellement d'exemples et tout ça, que en fait, ça mérite son propre webinaire. Voilà. Je donne quand même un spoil par rapport à ce truc. C'est que nos modèles traditionnels d'entreprise, donc typiquement la pyramide top-down, ne sont pas adaptés. J'ai beau regarder, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que voilà, on ne peut pas les patcher, on ne peut pas faire un patch en plus sans changer les règles du jeu. J'aime bien cette citation-là, je l'ai piqué à Vincent Beau, qui est entre autres un auteur, il bosse dans la QVT. Il a écrit le bouquin La QVT pour en finir avec les conneries. Et j'ai écouté l'interview de lui, il dit, voilà, quand on a commencé à parler de risques psychosociaux en entreprise, ça ne leur a pas plu parce que quand on fait la prévention de risques psychosociaux, ça veut dire qu'il y en a. Donc ça a été vite renommé qualité de vie au travail, plus politiquement correct. Mais ça a été pensé d'une manière à ne pas changer l'existant. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on faisait déjà actuellement, plus la prévention des risques psychosociaux de la qualité du travail. Voilà. Donc, grosso modo, on ne changera rien, on fera ça en plus, mais jamais au prix d'une remise en question de l'existant. Donc, comprendre, voilà, on va pas faire grand-chose. C'est un peu le concept du en même temps que notre gouvernement aime bien. C'est on va avancer et reculer en même temps. Bon, à part le moonwalk, il n'y a pas grand-chose qui marche. Non, bon, blague à part, voilà, en fait ça vient taper dans le fondement même de nos organisations. Et donc, comme on ne veut pas greffer ça comme une verrue en plus, comme on ne veut pas perdre, en fait, si on ne veut pas perdre l'existant de nos organisations, si on ne veut pas perdre la structuration traditionnelle, la circulation de l'information telle qu'elle est, le rôle de la hiérarchie et tout ça, alors c'est compliqué, ça me paraît quasiment insoluble en fait.
Par contre, ça devient très naturel si on remet en question aussi ces choses-là. Donc ça, j'en parlerai dans le prochain webinaire. Voilà, parce qu'il y a masse trucs à dire. Voilà, donc j'ai fini par rapport à ce que je voulais présenter sur ce modèle-là. Donc, bah, écoutez, merci à vous d'avoir été là sur ce webinaire. On va entamer la discussion. Je coupe ma présentation. Voilà. Donc, on va pouvoir entamer une discussion ensemble là dans les secondes qui viennent. Je vais juste couper la vidéo, l'enregistrement. Je dis voilà, à bientôt. Donc, pour les personnes qui nous regardaient la rediffusée, il y aura un lien avec le modèle sous la vidéo. Voilà. Donc, à bientôt pour le prochain webinaire. Je coupe l'enregistrement.